Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'effet Joule. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante qui représente un four électrique. Et la question que nous allons nous poser, c'est comment fonctionne un four électrique. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir le principe du chauffage électrique. Ensuite, nous établirons la loi d'Ohm. Et enfin, nous appliquerons cette loi d'Ohm à un cas concret. Comment produire de l'énergie thermique à partir d'énergie électrique? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple d'une bouilloire électrique. Et si nous regardons au fond de la bouilloire, nous allons voir ce composant-là, que nous appellerons résistor. Alors son résistor, d'un point de vue énergétique, son rôle va être le suivant, c'est de transformer justement l'énergie électrique en énergie thermique. Et donc cette conversion d'énergie électrique en énergie thermique est appelée l'effet Joule. Cet effet Joule est total, c'est-à-dire toute l'énergie électrique va se transformer en énergie thermique, et elle a lieu donc dans les résistors. Comment explique-t-on l'effet Joule d'un point de vue microscopique? Donc microscopique, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'échelle des atomes. Alors je reviens sur mon résistor de ma bouilloire électrique, et je vais représenter une portion de ce résistor, c'est ce que vous voyez ici. La flèche symbolise l'intensité du courant, et donc le courant circule conventionnellement de la borne plus à la borne moins. Maintenant imaginons que je puisse zoomer au niveau des constituants du matériau du résistor, et faisons l'hypothèse que ce matériau est constitué d'atomes de cuivre, c'est ce que vous voyez ici en bleu, donc ce sont des atomes de cuivre. Sauf que en moyenne, chaque atome de cuivre va libérer un électron. On appelle ça des électrons libres, c'est les petites boules rouges que vous voyez ici. Alors les électrons sont chargés négativement, donc si un atome perd un électron, lui il devient chargé positivement. Alors je refais apparaître les bornes plus et moins ici, et juste avant on a dit que le courant circulait de la borne plus à la borne moins. Ça c'est ce qu'on appelle la représentation conventionnelle du courant électrique. En fait, si on regarde microscopiquement, le courant électrique c'est un déplacement d'électrons attirés par la borne plus. Donc le courant, dans les faits, c'est un déplacement d'électrons libres dans les matériaux métalliques conducteurs. Et lors de ce déplacement, qu'est-ce qui va se passer? Ces électrons libres vont être freinés, car ils vont subir des chocs avec les atomes, entre eux, des frottements, etc. Et donc ce phénomène-là va entraîner un échauffement du matériau conducteur, donc ici le cuivre. Et c'est ça l'effet Joule. C'est lorsque les électrons libres se déplacent, par frottement, ils vont générer de la chaleur. Dans quel cas l'effet Joule est-il voulu? Je vais prendre trois exemples. Le premier, un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, donc, vous le branchez sur une prise, donc il va recevoir de l'énergie électrique, et son rôle, d'un point de vue énergétique, c'est de transformer cette énergie électrique en chaleur, en énergie thermique, donc l'effet Joule est bien voulu. C'est pareil pour un grille-pain, son but c'est de chauffer les morceaux de pain que vous avez mis à l'intérieur, donc on utilise l'énergie électrique pour chauffer ces morceaux de pain. Et enfin, troisième exemple, un chauffe-eau électrique, même principe, je veux chauffer de l'eau à partir de l'énergie électrique. Alors maintenant, on va avoir des cas où l'effet Joule est subi. En électronique, on va utiliser des résistors, ils ont cette forme-là, et là, leur but à eux, ça va être de modifier une tension, une intensité, mais pas de chauffer. Mais par contre, ça va avoir lieu. Donc on dit que l'effet Joule est subi et ça devient une perte énergétique. Donc vous voyez ces petits composants-là, les résistors en électronique, on les retrouve ici. Donc dès qu'on a une carte en électronique, il y a des résistors et donc ça va produire de l'énergie thermique qui n'est pas voulue. Et pareil dans tout ce qui est appareil, ordinateur, smartphone, donc tout appareil qui utilise l'énergie électrique, on va avoir une production de chaleur qui n'est pas désirée mais qui est subie. Quel montage électrique doit-on réaliser pour étudier l'effet Joule? Donc voilà directement la réponse. Donc on va utiliser ce montage-là, avec ici un générateur de tension continue, mais vous voyez on va pouvoir sélectionner la tension que l'on désire avoir, donc entre 3 et 12 volts. Alors maintenant on va essayer de comprendre donc ce circuit-là, et on va faire dans un premier temps abstraction des deux appareils de mesure qui sont ici. Donc si je pars de la borne plus de mon alimentation, elle traverse l'appareil-là, et elle va alimenter ici mon objet d'étude, c'est-à-dire mon résistor. Donc la borne plus arrive ici, elle traverse, donc le circuit traverse le résistor et revient à la borne moins. Donc là j'ai réalisé mon circuit électrique. Maintenant je vais ajouter deux appareils, donc ce sont deux multimètres. Le premier, vous voyez, il est monté en série dans le circuit, donc lui il va bien mesurer l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique. Donc il est réglé en ampères-mètres. Et vous voyez que le sélecteur confirme ça, vous voyez, il est dirigé vers la zone A, donc comme ampère-mètre.
Ensuite, le deuxième multimètre, lui, avec ses fils verts là, vous voyez, il est branché en dérivation sur le résistor. Donc lui, il va mesurer la tension aux bornes du résistor. Donc il est réglé en voltmètre, avec le sélecteur est dirigé vers la zone V. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on représente ce circuit électrique. Voici son schéma. Donc on retrouve ici notre alimentation variable, notre résistor, et donc le circuit simple qu'on a décrit tout à l'heure, et les deux appareils de mesure, ici l'ampèremètre, donc monté en série, et ici le voltmètre monté en dérivation. Donc lui va bien mesurer la tension au bornes du résistor, c'est le U que vous voyez là, et lui va bien mesurer l'intensité qui va circuler et donc traverser le résistor. Alors le principe de cette étude va consister à faire varier, vous voyez, la valeur de la tension d'alimentation là, et pour chaque valeur, on va relever U et I, donc la tension au bornes du résistor et l'intensité qui le traverse. Comment exploiter les valeurs mesurées? Donc ce qu'on va faire, on va réaliser un graphique en représentant la tension mesurée au bornes du résistor en fonction de l'intensité qui le traverse. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient ce qu'on appelle mathématiquement une fonction linéaire, c'est-à-dire c'est une droite qui passe par l'origine. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que la tension et l'intensité sont proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité va être appelé la résistance. Donc la résistance, c'est la grandeur qui va caractériser notre composant qu'on appelle le résistor. Et cette résistance aura pour unité le ohm que l'on symbolise par la lettre Y, oméga. Maintenant, je vais vous écrire donc cette loi dite loi d'Ohm qui donne justement l'expression de la fonction que l'on a tracée ici. Et donc c'est U égale donc le coefficient directeur, la résistance qui va caractériser notre résistor, fois l'intensité, donc l'abscisse ici. Donc I c'est l'intensité qui doit s'exprimer en ampères, U c'est la tension exprimée en volts, et R la résistance exprimée en ohm, symbolisée par la lettre grecque oméga. Pour appliquer la loi d'Ohm, on va imaginer la situation suivante où on utilise une bouilloire pour chauffer de l'eau. Et dans un premier temps, on va mesurer la résistance du résistor de la bouilloire. Donc là, vous vous rappelez, ça c'est le résistor, et imaginons que je puisse le démonter ici, et grâce à un multimètre réglé en ohmmètre cette fois-ci, je vais pouvoir mesurer la résistance du résistor. Et vous voyez, d'après ce qui est affiché ici, je peux dire que cette résistance est égale à 38,1 ohms. Considérons maintenant que la bouilloire remplie d'eau est branchée sur une prise où la tension, vous vous rappelez, est de 232 volts. Et on branche cette bouilloire pendant 30 secondes. La question que nous allons nous poser, c'est quelle est l'énergie thermique reçue par l'eau? Alors, dans un premier temps, on va calculer l'énergie électrique reçue par le résistor. Et pour ça, on va appliquer la formule qu'on avait vue lors du chapitre précédent, qui dit que l'énergie électrique, c'est la puissance fois la durée. La durée, je l'ai, 30 secondes. Par contre, la puissance, a priori, je ne l'ai pas. Mais je sais que, ça aussi on l'avait vu dans le chapitre précédent, que la puissance électrique, c'est la tension fois l'intensité. La tension, je l'ai, l'intensité, je ne l'ai pas. Et c'est là que je vais utiliser la loi d'Ohm, qui dit que la tension, c'est la résistance du résistor fois l'intensité. Donc là, je vais exprimer l'intensité en fonction de la tension et de la résistance. Donc c'est U sur R. Là, j'ai plus qu'à faire l'application numérique, c'est-à-dire que la tension, je l'ai, la résistance, on l'a mesurée juste avant, donc c'est 38,1 ohms. Donc je fais le rapport de 230 que divise 38,1 et j'obtiens 6,04 ampères. Donc maintenant, je peux calculer ma puissance électrique en faisant 230 fois l'intensité, donc 6,04, et j'obtiens 1389 watts. Alors là, vous savez qu'en physique, il ne faut pas écrire tous les chiffres, donc je vais écrire seulement le résultat avec 3 chiffres significatifs, et ça me donne 1,39 kW. Alors kilo, ça veut dire 1000, c'est pour ça que vous voyez, j'ai reculé la virgule de 3, donc j'ai divisé par 1000, et le 8 est devenu 9, parce que derrière j'ai un 9, donc quand c'est compris entre 5 et 9, j'arrondis au-dessus, donc d'où le 1,39 kW. Maintenant, je peux calculer mon énergie électrique, en appliquant la formule qui est là, donc 1389 x 30, et on obtient 41 670 joules. Donc pareil, là mon résultat il a trop de chiffres significatifs, donc je l'exprime en kilojoules, donc je décale ma virgule de 3 vers la droite, donc 41,6, et mon 6 devient 7, parce que toujours pareil, comme j'ai un chiffre là compris entre 5 et 9, j'arrondis au-dessus, donc ça me fait 41,7 kJ. À présent, on va calculer l'énergie thermique reçue par l'eau. Et là vous allez voir, ça va aller très vite, il suffit de dire que la conversion de l'énergie électrique reçue par le résistor en énergie thermique reçue par l'eau, donc c'est l'effet Joule, et cette conversion se fait à 100%. Donc toute l'énergie électrique reçue par le résistor va être transformée en énergie thermique reçue par l'eau. D'où la valeur de l'énergie thermique reçue par l'eau, 41,7 kJ. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment fonctionne un four électrique? Alors là, je vous ferai apparaître une photo d'un four électrique et vous voyez, il y a deux mots qui apparaissent. Là,
en bas, on appelle ça la sole, et en haut, la voûte. Maintenant, si je vous montre un schéma d'un four électrique, vous voyez en rouge apparaissent 3 résistors. Le résistor du haut, donc on l'appelle résistor de voûte, celui de bas, résistor de sol, et il y en a un au fond aussi qu'on appelle le résistor circulaire. Et vous voyez qu'en plus là, il y a un ventilateur qui va permettre de diffuser la chaleur produite par ce résistor circulaire. Donc conclusion, un four électrique est constitué de 3 résistors, et donc le principe c'est qu'on va utiliser l'effet Joule pour convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.